Et vous avez, on peut penser, pu observer l'évolution de la société vis-à-vis du rôle de la justice dans les questions environnementales. La justice qui finalement peut être, selon, et on verra l'interprétation, considérée comme le dernier maillon de la chaîne, le dernier recours pour un certain nombre de défenseurs de l'environnement, parmi lesquels Eaux et Rivières de Bretagne en particulier. Et vous allez nous partager le produit de cette expérience et peut-être nous dire ce qui serait pour vous un processus garant du respect des engagements pour l'eau. Vaste mission. Même organisation que ce matin, une demi-heure environ d'exposé, puis on se garde 15-20 bonnes minutes pour les échanges avec la salle. Je ne doute pas qu'il y en aura. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc j'ai été pas 20 ans rapporteur public, mais 20 ans dans le droit de l'environnement, dont la plus grande partie au tribunal administratif de Rennes, dont la plus grande partie, c'est vrai, comme rapporteur public. En fait, je voudrais un peu... alors, notamment, et à côté de ça, j'étais... mais ce ne sera pas tellement le sujet aujourd'hui, j'ai été pendant 20 ans celui qui s'occupait des enquêtes publiques en Bretagne. Alors, je voudrais rebondir et repartir sur ce que les intervenants de ce matin ont dit, et tous ont employé le terme état de droit. Alors, l'état de droit, qu'est-ce que c'est? L'état de droit, c'est jamais qu'une autre manière de parler de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que, eh bien, il faut que les lois soient conformes à la Constitution, les décrets aux lois, les arrêtés aux décrets, et les décisions individuelles à tout ce pataquès qu'il y a avant. Ça, c'est simple. Et ce contrôle-là, c'est le contrôle juridictionnel. Il y a des juges qui sont là pour ça. Alors, pour l'essentiel, c'est le juge administratif. Et c'est un système donc, qui date, on va le voir, qui est assez ancien. Alors ce que je veux dire, c'est que la question telle qu'on me l'a posée, mais c'est pas, j'ai bien compris pourquoi j'étais là, c'est à cause de mon implication dans certains dossiers sensibles et notamment les histoires d'algues vertes. J'ai bien compris que c'était ça le sujet qui m'a fait venir. Mais ce que je crois, sur quoi je voudrais insister, c'est que le sujet de l'état de droit tel qu'il se pose dans le domaine de l'environnement n'est pas différent de ce qui se passe dans d'autres domaines. C'est simplement peut-être que dans le domaine de l'environnement, on est dans une situation un peu plus extrême que dans d'autres domaines. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas le problème du contrôle juridictionnel, de ce que vous avez appelé les trajectoires, mais on pourrait appeler ça les objectifs législatifs ou réglementaires. Ce que c'est pas le problème de la normativité. C'est pas la question de savoir si les lois ou les textes divers sont des textes suffisamment précis pour fixer des normes précises. Parce que finalement, la distinction, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que même les lois les plus floues ont fini par leur donner un contenu et finissent par avoir des conséquences juridictionnelles. Un exemple que j'aime bien citer, vous allez voir, je vais citer beaucoup d'exemples qui ne sont pas dans le domaine pour lequel vous m'avez fait venir. Je vais prendre beaucoup d'exemples tirés en dehors de l'environnement, mais aussi pour montrer que le sujet n'est pas propre au domaine de l'environnement. Même si je crois que le droit de l'environnement et le droit de l'environnement en Bretagne présentent d'une manière extrême ce que l'on peut dire sur le sujet. Pour prendre un exemple que j'aime bien, c'est parce que c'est le problème des lois non normatives, c'est-à-dire des lois qui font du blablabla. Il a été posé par un rapport du Conseil d'État à la fin du dernier millénaire. Et l'auteur de ce rapport, qui était donc extrêmement méchant à l'égard des lois non normatives, l'auteur de ce rapport s'est retrouvé
peu de temps après ou peu de temps avant, directeur de cabinet du ministre des Transports, et avait donc l'auteur de l'article 1er de la loi d'orientation des transports intérieurs, qui est une loi du 30 décembre 1982, 82-1153, que je ne vais pas vous lire, mais si vous avez envie de vous payer un quart d'heure de franche rigolade, je vous suggère de vous taper 82-1153, vous lisez l'article 1er et vous apprenez que le système des transports intérieurs a pour objectif de transporter les gens d'un point à un autre dans les meilleures conditions de confort, le moins cher possible, et en essayant... Enfin, c'est un gigantesque blablabla. Alors c'est amusant parce que celui qui a écrit ça donnait des leçons de normativité, mais là où ça devient drôle, c'est que ce tissu, franchement, ce tissu de phrases creuses, même ça, on arrive à en tirer du droit. C'est-à-dire que c'est le tribunal administratif de Versailles qui, dans une affaire au début des années 2000, a trouvé le moyen d'appliquer l'article 1er de la LOTI, conformément à un principe: si c'est de la justice, c'est que c'est si c'est de la loi, c'est que c'est du droit. Donc, je veux dire, le problème, c'est un problème qui, pour nous, en matière d'environnement, est très sensible, parce que le droit de l'environnement, dont on dit très souvent que c'est avant tout un droit de procédure. Et pourquoi c'est un droit de procédure? Ça a été dit ce matin déjà par un certain nombre d'environnements. C'est parce qu'il fixe, d'une part, il fixe des objectifs lointains, qualitatifs, et d'autre part, quand je dis lointain, on a compris que c'est un horizon qui peut se reculer de 6 ans en 6 ans. Hein. Mais d'un autre côté, il fixe des socles, des minima, et sur lesquels on va faire appel à quelque chose qui s'appelle le bon sens, quand on ne parle pas juriste, et qui, lorsque l'on fait du droit, est soumis à un plein contentieux qui va être celui de l'erreur d'appréciation. C'est-à-dire que la légalité de certaines décisions et de certaines décisions en matière de droit de l'environnement ne dépend pas de la conformité à un texte, mais de la conformité aux objectifs poursuivis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas étrange, ce qui n'est pas nouveau, je veux dire, hein, puisque le cœur du droit de l'environnement, c'est le droit des installations classées. Et le droit des installations classées, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est un droit dont les fondamentaux remontent à plus de 2 siècles. Ça remonte à un décret de 1810. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est... on citait ce matin la loi de 1917, mais avant la loi de 1917, c'était un décret de 1810 qui avait tenu plus d'1 siècle, sur laquelle on avait trouvé le système s'était édifié. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'est nouveau. Donc, ce n'est pas l'irruption de tous ces gros mots anglicistes comme la soft law ou ce genre de choses qui est à l'origine de cette particularité du droit de l'environnement, qui est que, d'une part, on fixe un objectif, la commodité du voisinage, la protection de l'eau, du patrimoine archéologique et de tout ce qui est cité au L 512.1, mais qu'il ne suffit pas de respecter une norme, il faut que ça soit conforme à l'objectif et que ça ne soit pas manifestement erroné. Enfin, donc, il faut que ça soit erroné, puisque c'est un contrôle de l'erreur d'appréciation, au regard de cet objectif. Et donc là, on est dans une part pas de subjectivité, parce que c'est du plein consensus objectif, mais parce qu'on est dans un système dans lequel le juge est amené à ajouter à la loi, à ajouter à la norme en fonction d'objectifs. Donc, ce que je veux dire, le sujet de l'état de droit, il n'est pas là. C'est pas le fait de respecter des normes. Parce que, globalement, même si aujourd'hui on fait des grands discours sur la soft law comme si c'était une découverte récente, en fait, ça a plus ou moins toujours existé, et surtout dans notre domaine. Et ce que je disais sur la législation des installations classées de 1810, il faut bien voir que c'est un peu le fondement du droit de l'environnement, parce que c'est autour de ça que veut se rajouter pas d'autres strates qui vont fonctionner de la même manière, et notamment la loi sur l'eau, qui va faire un doublon en termes de contrôle de l'erreur d'appréciation et d'un plein contentieux objectif. Alors tout ça, c'est... Donc je veux dire, le problème du respect de l'état de droit quand on contrôle des objectifs à long terme, il n'est pas là.
c'est pas le fait que l'on ne donne pas exactement, qu'on n'a pas dit exactement ce qu'il fallait faire. À partir du moment où on a dit à quoi on voulait arriver et qu'il y avait un juge qui était là pour contrôler, normalement, c'est quelque chose qu'on sait à peu près gérer. Alors, on sait, je veux dire, que dans des tas de domaines, on a l'habitude de faire des normes qui ne sont pas destinées à être appliquées. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer assez longuement. Mais il y a toujours des gens qui finissent par remarquer qu'elles ne sont pas appliquées. Et on invente des choses encore plus compliquées. Alors, un exemple qui est un peu le contraire de ce que j'ai pu raconter sur l'article 1er de la LOTI, c'est le droit au logement. Le droit au logement, qui était des phrases creuses, mais qui donnait lieu à de la jurisprudence, qui disait on avait connu son droit au logement. On a même tiré d'un article d'une loi de 75 un droit à l'accès aux activités physiques et sportives. L'article a été abrogé, personne ne s'en est aperçu, et on continue imperturbablement, le juge continue imperturbablement à dire qu'il y a un droit à l'accès aux activités physiques et sportives, donc des droits sur la société, sur la loi, c'est quelque chose qui existe et que le juge sait gérer. Alors des fois, on veut aller plus loin et par exemple, on a inventé un truc qui est assez rigolo. C'est on a voulu créer un droit au logement opposable. Mais alors, vous comprenez bien que créer le fait de dire qu'il est opposable et qu'on va pouvoir saisir le juge ne crée pas un logement de plus. Donc ça ne change rien à la réalité. Et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, notamment dans nos matières. La loi ne change pas la réalité. Ce que la loi essaye de faire, c'est de faire changer des comportements qui eux-mêmes vont changer la réalité. Le DALO, par exemple, ça a un seul effet, c'est que ça change l'ordre d'examen des dossiers. C'est-à-dire qu'on saisit le juge et on obtient que le dossier qui était en bas de la pile passe sur le dessus. Moyennant quoi, tous ceux qui étaient après sont reculés d'un cran. Donc, mais on n'a pas créé un logement de plus. Donc vous voyez, c'est ça. Donc c'est tout ça pour dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas exactement celui-là. C'est celui de la volonté de faire appliquer des lois qui fixent des objectifs. Et de ce point de vue-là, alors peut-être parce que comme vous l'avez rappelé, je suis à la retraite. Alors ça veut dire que je suis complètement déconnecté. Puisque je continue à siéger, mais plus du tout dans les questions d'environnement. Mais bon, mettons que je suis à la retraite, ce que mes prédécesseurs qui sont intervenus avant moi n'étaient pas, si j'ai bien compris, et que ça me donne peut-être un peu plus de liberté de m'exprimer. Je suis peut-être un peu moins optimiste. Alors que moi aussi, je suis également très attaché à la démocratie. Là, je tiens à le confirmer, si pour le cas où il y aura eu des inquiétudes sur ce sujet-là. Je suis très attaché à la démocratie. Je suis aussi très attaché à l'état de droit, parce que c'est mon métier, puis c'est mon gagne-pain. Alors, autant, je veux dire, a priori, un boulanger qui n'aimerait pas le pain, il n'irait pas loin. Un magistrat qui ne croirait pas à l'état de droit, il aurait des difficultés professionnelles. Ceci dit, je crois que je suis un peu moins optimiste que les intervenants de ce matin, mais je pense que c'est en grande partie parce que je suis à la retraite et que j'ai récupéré le jour de mon départ à la retraite, j'ai un peu plus de liberté d'expression que je ne m'en étais octroyé auparavant. J'avais eu une interview dans Ouest France et j'avais bien demandé que ça soit publié le lendemain de mon départ à la retraite et pas la veille, parce que j'avais dit, attendez, la veille c'est une faute professionnelle, le lendemain j'en ai rien à battre. Voilà, donc c'est tout ça, c'est pour expliquer ça. Alors le problème, c'est est-ce que les lois qui veulent agir sur le futur. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait des lois qui veulent agir sur le futur au lieu, je le dis brutalement, au lieu de le faire tout de suite? Il y a des tas de bonnes raisons à ça. La première, je vais essayer de le dire élégamment parce que je crois que c'est diffusé sur Zoom, c'est ça, hein. Voilà. Bien. Alors, mettons que globalement, ça ne coûte rien de tirer un chèque sur le compte en banque de son successeur. Voilà. Il faut le dire franchement. Ça, c'est des choses que... je dis ça parce qu'une partie de mon activité passée, encore présente, concernait le droit du sport. Si vous vous amusez à regarder, après, en 1992, il y a eu une catastrophe à Furiani avec un certain nombre de morts.
qui tenait absolument pas au problème de la loi. Hein. C'était interdit de faire des tribunes qui s'effondrent avec des gens qui sont morts. Hein. Ça a toujours été interdit. Mais on a décidé qu'il fallait... J'ai été convoqué immédiatement et on m'a dit il faut faire une loi qui interdit aux tribunes de s'effondrer. Ce que je trouve... j'ai fait une contre-proposition de faire une loi interdisant les tremblements de terre, mais elle n'a pas été acceptée. Mais bon, vous regardez le texte tel qu'il est sorti, qui imposait notamment une réhomologation de toutes les enceintes sportives. Il y a juste un petit alinéa à la fin qui dit la présente loi entre en vigueur 18 mois après la parution du décret d'application. Le décret d'application, il est paru le jour du premier tour des élections que le gouvernement sortant savait qu'il allait perdre. Donc vous comprenez que c'était un bel objectif fixé aux successeurs. Donc honnêtement, ça ne coûte rien. Vous payez le plaisir de pouvoir dire j'ai réglé le problème, j'ai fait voter une loi qui interdit aux tribunes de s'effondrer et à charge pour mon successeur de le financer. Dans l'espèce, le successeur, il a repoussé lui aussi le délai et ainsi de suite. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le fait de fixer des objectifs ambitieux mais lointains, c'est une activité générale du législateur français. Alors la particularité dans notre domaine à nous du droit de l'environnement, c'est que les objectifs, ils sont pas seulement fixés pour faire plaisir aux électeurs français, ils sont destinés à assurer la conformité à des objectifs qui figurent dans des textes de l'Union européenne. Donc mais ça permet d'être en conformité pour pas cher, parce que c'est jamais que de l'encre sur du papier. Donc après, c'est la question de comment, de la conséquence que l'on va tirer de cet objectif. Or, le propre de cet objectif, c'est qu'un objectif qui va être fixé par une loi, alors qu'a fait une loi, bien évidemment, une autre peut le défaire, mais vous pensez bien qu'un objectif ambitieux, on ne dit pas, finalement, je renonce à cet objectif ambitieux. Non, mais juste, il suffit de faire des lois qui ne vont pas dans ce sens-là. Je veux dire, il y a eu une loi, toujours dans la série des lois avec des grandes ambitions peu normatives sur l'éducation, qui est célèbre parce qu'elle disait la nation se donne pour objectif d'atteindre 80% de chaque classe d'âge qui atteint le niveau bac. Donc ça, c'est très bien, c'est un très bel objectif. Vous comprenez bien qu'il y a plusieurs méthodes pour y arriver. L'une qui est d'élever les élèves, l'autre d'abaisser le niveau. Mais si vous voulez ne pas y arriver, c'est pas un problème. Ça ne vous rend absolument pas illégal une loi qui dirait que ne peuvent avoir le bac que ceux qui sont nés quand Saturne était dans le 3e décan. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je dis. Enfin, vous voyez l'idée. Il n'y a pas d'illégalité d'une loi par rapport à une autre. Donc, par définition, les beaux objectifs qu'on fixe vont avoir but eux-mêmes sur ce que d'autres lois vont dire et vont faire. Alors ça, vous pouvez en trouver des tas d'exemples de chèques sans provision pour des grands motifs dans des tas de domaines. Alors, un sujet qui est un peu d'actualité parce qu'on entend du bruit un peu à l'Est, des bruits de canon un peu à l'Est, c'est les lois de programmation militaire. Les lois de programmation militaire, c'est désopilant, parce que c'est toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous avez une programmation qui prévoit une augmentation petite la première année, un peu plus forte la deuxième, la troisième, puis la quatrième et la cinquième, là on va vraiment à fond les turbines, et puis on va dépenser de l'argent pour reconstituer nos stocks. Évidemment, personne n'a la troisième année parce qu'il y a des élections avant. Alors, vous allez me dire, là, encore une fois, je suis une mauvaise langue. Et pas tellement. Vous regardez la dernière loi de programmation militaire, elle est de l'année dernière, et elle prévoit des crédits de paiement de 44 milliards la première année. Puis vous faites les calculs à partir de 2023, vous voyez bien qu'au bout de 6 ans, on est à 64 milliards, mais vous êtes tranquille sur une chose, c'est qu'aucun de ceux qui ont voté la loi ne sera plus là en fonction à ce moment-là. Vous voyez, donc c'est le système des lois de programmation militaire, il est ainsi fait. On prend des engagements chiffrés.
qui font chic le jour où on les adapte, où on les adopte, je veux dire, et qui font moins chic le jour où on les adapte, c'est-à-dire qu'on les rabaisse. Donc tout ça pour dire que se fixer des objectifs ambitieux ne signifie pas qu'on a l'intention de les respecter, et encore moins qu'on a la moindre possibilité d'obliger son successeur à les respecter. Donc c'est un point essentiel quand on est dans le domaine législatif. Mais il y a un autre point qui est quand même embarrassant, c'est que même quand on a fixé dans les lois des beaux objectifs, globalement, ça ne veut pas dire que l'exécutif se sent lié par des lois dont il ne voit pas l'utilité. Et alors ça, on peut... Alors évidemment, vous allez penser que je suis en train de faire une allusion à des événements récents, puisqu'il y a encore pas longtemps, il y avait des gens qui disaient « Nommez-moi au gouvernement pour que je puisse prendre des décrets pour empêcher l'application d'une loi », ce qui est vrai. Mais si vous écoutez les cris d'orfraie du camp opposé, qui disait « mais c'est scandaleux, vous voulez empêcher l'application d'une loi votée par le Parlement », globalement, vous regardez dans le passé, vous voyez des cas absolument transparents où on a ouvertement pris des décrets pour empêcher l'application des lois. Et ça, c'est des choses, pris des décrets. Alors, je vais en parler, je parlerai du cas où on ne prend pas les décrets, mais même prendre les décrets pour empêcher l'application des lois, c'est quelque chose de tout à fait simple. Il y a un cas qui est assez connu, toujours si vous avez envie de rigoler, et puis parce que maintenant tout le monde a son smartphone et peut en un instant regarder. Vous regardez où est-ce qu'elle est la loi, oui, 86-900 du 30 juillet 1986. Si vous voulez, c'était une histoire amusante. C'était juste avant les élections du début 86. Le gouvernement en place avait décidé, comme l'opposition avait annoncé l'intention de créer des chaînes de télévision privées, s'était dit je vais en créer moi-même qui sont pour moi. Et du coup, avait, un mois et 15 jours avant les élections, créé de nouvelles chaînes pour des gens qui étaient supposés être leurs amis. Par exemple, il y avait une chaîne qui était donnée à un patron de presse italien réputé de gauche, Silvio Berlusconi. Voilà. Bon, il y a une alternance, un gouvernement arrive, ils n'ont pas abrogé la loi tout de suite, ça a pris un certain temps, mais ils ont pris tout de suite des décrets pour résilier les conventions les traités de concession, ça s'appelle, de manière mais outrageusement illégale, et des décrets qui ont été pris, qui étaient totalement illégaux, il est resté un mot essentiel, c'est le mot PAF, paysage audiovisuel français, puisque c'était la seule motivation du décret, c'était compte tenu du fait que le PAF est en voie de restructuration. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement, ce que je veux montrer, c'est que tout le monde le sait et même l'admet, qu'un gouvernement puisse décider qu'on ne va pas appliquer une loi. Quelques années plus tard, il y avait une loi quinquennale sur le travail, je ne sais plus quoi, qui avait été adoptée, qui avait créé un contrat jeune. Vous avez le Premier ministre qui est venu, et il y avait des manifestations, il a dit, avec une voix que je n'essaierai pas de contrefaire, mais quelque chose dans le genre de... le projet de loi est retiré, la loi est retirée, c'est fini. La loi, elle était adoptée, les décrets étaient pris, les décrets n'ont pas été abrogés, la loi n'a pas été abrogée, c'est resté, mais simplement le Premier ministre dit à la télévision on n'applique plus la loi, et ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne. Et c'est des années après, dans une réunion interministérielle, qu'on regarde, c'est quoi ce truc ? Ah merde, personne n'a pensé à l'annuler. 3 ans après, ça se passe. Donc, si vous voulez, c'est ça sur lequel je veux insister. Il ne faut pas faire semblant faut pas jouer à la Vierge effarouchée, c'est moi l'expression, parce que quand on voit un gouvernement ou l'administration qui ne cherche pas vraiment à appliquer la loi, c'est quelque chose qui est presque passé dans les mœurs.
Faut le voir. C'est un peu la réalité des choses. Mais alors il y a d'autres méthodes. Il y a des méthodes plus subtiles. L'une des méthodes, alors là qu'on connaît bien en droit de l'environnement, c'est celle qui consiste à modifier le contenu d'une disposition législative par les décrets d'application. Alors ça peut jouer dans les deux sens. Il y a un exemple, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'applique pas la loi, mais c'est qu'on réduit son champ d'application. Comme ça, on réduit le champ des embêtements. Voilà. Bon, il y a un exemple sur lequel je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. C'est le dernier décret qui a remonté les seuils en matière d'élevage. Bon, c'est simple. Alors évidemment, je comprends très bien le raisonnement qui consiste à dire qu'il faut simplifier et alléger les procédures et que la procédure de l'enregistrement, qui juridiquement est une procédure d'autorisation, c'est juste qu'on simplifie les procédures. Enfin, on simplifie les procédures, on simplifie les obligations procédurales, c'est-à-dire notamment l'évaluation environnementale qui est supposée être faite dès le début et qui n'est évidemment pas faite, et on simplifie le contrôle qu'on fait ou qu'on ne fait pas après. Donc, vous voyez, et ça, c'est très simple. On fait ça avec un décret, on remonte. Alors, ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi l'extension par décret. Mais pour prendre un exemple qui est plus ancien, l'histoire des carrières. Bon, les carrières, à l'évidence, ça rentrait dans le champ d'application de la loi de 76. Ça, je crois que ça pouvait pas se nier que ça rentrait dans la définition d'une installation classée. Mais pour des raisons pour lesquelles je ne me permettrai pas d'extrapoler. Voilà, les carrières, on les a laissées dehors, conformément au principe. Ah oui, mais c'est très différent, c'est très particulier, on ne peut pas appliquer les mêmes règles, il va falloir y réfléchir et on va faire un groupe de travail. Donc tout ça nous fait gagner quand même 15 ans. Paf. Voilà. Et finalement, on va faire rentrer les carrières par un décret en 1994, mais une loi de 76 qui va s'appliquer enfin aux carrières avec, attendez que je fasse un calcul, 18 ans. 18 ans de retard. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu qui consiste, pour ne pas appliquer les lois, à tout simplement modifier sur le champ d'application. Et ça, c'est un domaine dans lequel, dans le domaine du droit de l'environnement, on a quand même une vision assez complète. Alors, il y a aussi un autre exemple qui est... Un autre exemple, et je suis en train si jamais il y a quelqu'un qui cherche un conseiller pour ne pas appliquer les lois, je crois que je suis en train de faire un mode d'emploi, là. Et il y a un autre exemple, eh bien, c'est comment on fait. J'avais fait ça dans un truc à la fac, ça s'appelait comment ne pas appliquer une loi votée à l'unanimité des deux chambres. Parce que vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est des lois conflictuelles. Non, je vous prends un exemple. Une loi qui a été votée à l'unanimité des deux chambres, la loi littorale. Pas un député, pas un sénateur n'a voté contre. Bon. La Bretagne représente en linéaire côtier la moitié de la France hors Bretagne. Ou si on veut le dire autrement, la Bretagne, c'est un tiers du linéaire côtier de la France. Mais dans ce linéaire côtier, une grande partie, c'est des estuaires. Donc le problème de la loi littorale, l'un des nombreux problèmes de la loi littorale en France, c'est des estuaires. Bon, il y avait 2 décrets d'application qui étaient prévus. Les 2 décrets d'application, 14 ans après, ils n'étaient toujours pas sortis. Donc on n'appliquait pas la loi littorale aux estuaires. Et c'est France Nature Environnement, j'avais quelqu'un ce matin, je ne sais plus, oui, bonjour madame, c'est France Nature Environnement qui a attaqué, pardon, oui, qui a attaqué le refus du gouvernement de sortir les décrets. Alors ça, c'est pas fait tout de suite. Et le gouvernement, alors évidemment, le Conseil d'État a donné raison. Il a donné raison en condamnant, ce qui prouve que vraiment la juridiction administrative a des moyens fermes d'obtenir le respect de la loi par le gouvernement, en condamnant à une astreinte de 1000 francs par jour de retard. Donc 1000 francs que le gouvernement doit verser à l'État. Voilà. Bon. Donc vous voyez le côté
archement dissuasif. Là, vraiment, ça marche bien. Donc, 2 ans après, le décret n'était toujours pas parti. Et en fait, comment ça s'est réglé, le problème ? Ça s'est réglé, ce qui montre bien que les solutions ne sont peut-être pas toujours dans les procédures telles qui ont été imaginées. Ça s'est réglé par des subtilités jurisprudentielles. L'un, c'est d'une part, c'est le tribunal, la Cour administrative de Nantes, qui a pris le contre-pied du tribunal de Rennes, qui là avait fait du juridisme, je le dis, du juridisme géographique, voilà. Et la Cour de Nantes a eu une idée excellente. Elle a dit estuaire. Où est-ce que vous voyez des estuaires ? Il n'y a pas d'estuaire. Il y a juste le littoral de la mer. Simplement, les estuaires, c'est juste les derniers mètres au fond de l'estuaire à 100 mètres de la mer, à 100 km de la mer. C'est-à-dire l'estuaire, ça commence, la Rance, ça commence à la Richardaie. Donc avant, c'est la mer. Et donc, paf, en un arrêt, la Cour de Nantes a sorti les estuaires du champ de la dérogation estuaire. Et du coup, ça a permis d'appliquer la loi littorale. Et pour le deuxième décret qui était prévu, comment est-ce que ça s'est passé ? Au début, quand l'arrêt sur France Nature Environnement est sorti, je ne dirais pas que ça n'avait pas été bien lu, mais il y avait une subtilité qui était vraiment dure à voir entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait 2 décrets. Pour l'un des 2 décrets, le Conseil d'État disait la loi n'est pas applicable sans décret d'application, injonction de sortir le décret. Et pour l'autre, il disait le gouvernement a l'obligation de sortir les décrets permettant de fixer la liste des communes participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La différence entre les deux, ça signifiait quelque chose. Ça veut dire que le Conseil d'État considérait que la loi n'était pas inapplicable, simplement, et c'est là où brusquement ça a fait peur, quand il y a des associations qui s'en sont rendues, qui ont compris et qui ont commencé à saisir, ça voulait dire, vous avez qu'à saisir le juge, et c'est lui qui va dire ce que c'est qu'une commune appartenant aux équilibres économiques et écologiques littoraux. En gros, ça revenait à jouer à la roulette russe, il faut le dire franchement, parce que la démonstration impossible, mais tant qu'à faire, on peut essayer. Et c'est ça qui a fait peur au gouvernement, qui a dit, là, on va mettre à l'arrêt toutes les communes qui sont à côté des estuaires. Vaut mieux qu'on fixe le décret et qu'on fixe la liste, et le décret est sorti. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé parce qu'il y avait une subtilité jurisprudentielle qui permettait, qui faisait levier sur le gouvernement pour l'obliger qui faisait que s'il faisait rien, le juge allait faire tout seul. Et quand vous laissez, alors il y a combien ? Il y a une douzaine de tribunaux administratifs qui sont sur le littoral, mais vous étiez parti pour avoir 12 définitions différentes, aboutissant à 12. Enfin, ça risquait d'avoir quelques années où c'était le grand désordre et où on allait mettre à l'arrêt complètement la construction dans plusieurs centaines de communes. Et c'est comme ça que ça s'est réglé. Mais donc, vous voyez, ceci dit, il y a quand même eu... la loi littorale n'a pas été appliquée sur une importante partie du littoral pendant presque 20 ans. Pendant presque 20 ans, parce que tout simplement, on ne sort pas les décrets d'application. C'est bon comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est un cas exceptionnel. Alors là... Non, on ne va pas dire les choses comme ça. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, il y avait eu une étude qui avait été faite montrant que la moitié des renvois au décret dans les lois étaient abrogés avant que le décret soit sorti. C'est-à-dire qu'on fait des lois. Alors, je vais être méchant. Il n'y a pas de parlementaire dans la salle, je peux dire ce que je veux. Oui, enfin, il y en aura sur Zoom peut-être. Beaucoup d'amendements parlementaires qui sont trop longs à rédiger ou ainsi de suite terminent par un renvoi au décret qui fixe les modalités. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes à côté du ministre ou vous êtes face au directeur de cabinet en train d'examiner les amendements. Et là, cet amendement-là, ça va être dur d'être contre. On n'a qu'à faire un sous-amendement qui renvoie à un décret et puis on aura tout le temps de réfléchir. Puis on réfléchit tellement. Non, mais c'est la méthode.
Alors maintenant, je crois que le taux de couverture, c'est-à-dire le taux de décrets d'application sortis pour l'application des lois, s'est beaucoup amélioré, mais à une époque, on était à la moitié quand même. La moitié qui n'était pas appliquée. Donc, je veux dire, ça laisse réfléchir un petit peu sur la possibilité pour le gouvernement, tout simplement, de décider de ne pas appliquer les lois. Voilà. Alors, ce qui amène à mon point, vous voyez, j'ai pas beaucoup à dire. Hein, je veux dire, je trouve que je peux vous rassurer, je serai bref. Le deuxième sujet qui a été abordé déjà largement ce matin, c'est le contrôle des lois par l'administration. Vous allez me dire, le Premier ministre est là, le gouvernement est chargé de l'exécution des lois, l'administration a fortiori. Ouais. Mais pour arriver à vérifier l'application des lois, il faut des contrôles. Alors, comme ça a été rappelé par Madame Brûlé ce matin, par exemple, en matière d'installation classée, on a aujourd'hui, et je prends que il y en a 450 000 soumis à déclaration, j'en parle même pas. Il y en a 42, c'est les chiffres qui sont sortis il y a 3 jours là, de la plaquette. Voilà, c'est de l'inspection des installations classées. C'est pour ça. Donc, 42 500 sites soumis à autorisation environnement et enregistrement. Au 31 décembre 2023, 1568 inspecteurs des installations classées. Alors, on vous annonce régulièrement qu'on augmente le chiffre des inspecteurs des installations classées. Et vous faites un petit coup de Google, vous trouverez beaucoup d'annonces, création de 20 emplois et ainsi de suite. Donc, actuellement, 1568. En 2022, il y en avait 1587, c'est-à-dire 20 de plus. Ou alors, je n'ai pas bien compris, j'ai loupé des cours d'arithmétique à l'école primaire. Et il y en avait 1607 en 2018. Donc, c'est quand même et en termes de contrôle, il y en a eu 23 000, mettons, réalisés en 2022 contre 30 000 en 2006. Donc voilà la réalité du contrôle administratif de l'exécution des lois. Il dépend des moyens qu'on y consacre et peut-être aussi de la volonté de les pousser. Actuellement, dans le domaine des installations classées, pour prendre cet exemple-là, et donc je vous ai dit, les installations classées, c'est le noyau dur du droit de l'environnement, la volonté d'exercer un vrai contrôle par l'administration, elle reste à démontrer. En tout cas, les créations d'emplois, elles sont plus négatives que positives, pour dire les choses simplement. Et alors là, je parle des installations classées, où on a un système centralisé qui permet d'avoir des chiffres, et ainsi de suite. Mais si on parle... pour reparler de sujets comme la loi littorale ou la lutte contre l'étalement urbain ou le grignotage des espaces verts, où on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une idée statistique de la proportion de permis de construire illégaux. Hein. On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le système des déférés préfectoraux est un système qui ne marche pas. Il faut le dire aussi simplement que ça. C'est un système qui ne marche qu'à la marge. Je me souviens qu'il y a... c'était, je crois, pour le 30e anniversaire, je crois, du contrôle de légalité. Et mon président était venu me voir en me demandant des idées pour son introduction. Je lui en ai donné une simple. Je m'étais amusé à faire les calculs pour la superficie moyenne des déférés préfectoraux. Et cette année-là, la moyenne, je l'avais calculée à 9,7 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on ne déférait que des clapiers à lapin, des petits pentis ou des trucs comme ça, mais pas des gros trucs. Alors, je fais ça à la louche, mais ça suffit pour qu'ils comprennent que j'avais pas d'idée pour des choses à dire qui pouvaient plaider dans le sens d'encenser le principe du contrôle de légalité. Voilà. Bon. Donc, il y a des domaines, et moi, je fais rentrer certaines branches de l'urbanisme, au moins, dans la défense de l'environnement, ce qui me semble évident, où très clairement, le contrôle de légalité ne fonctionne pas.
Je veux dire, quand vous vous retrouvez... Alors évidemment, tout ça, par exemple, je parle de la loi littorale qui était adoptée à l'unanimité des deux chambres, mais simplement quand vous vous retrouvez en face d'un parlementaire qui dit vous voulez transformer ma circonscription en réserve d'Indiens, j'avais eu une manif avec ça, c'est vrai qu'aussi il faut savoir l'entendre. Mais n'empêche que la loi a été votée, alors qu'après on l'amende, on l'améliore, ainsi de suite. Mais enfin, il y a quand même il faut de temps en temps essayer de se dire qu'on veut faire appliquer les lois. Donc ça, c'est quand même une exigence. Alors, globalement, ce que je veux dire, c'est que le contrôle de l'absence de pertinence ou de la faible pertinence du contrôle administratif, c'est-à-dire qui s'attache à l'écume et qui ne va pas en profondeur, aboutit à créer des zones de tolérance de non-droit. Et vous faites le chemin des douaniers en Bretagne, c'est pas compliqué. Je veux dire, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un architecte chevronné pour voir ce qui a été construit après 86 et avant 86. Hein. Ça se voit quand même. Vous vous promenez dans certaines îles bretonnes, vous voyez des trucs complètement isolés et vous voyez bien que ça c'est d'après 86. Hein. Des choses comme ça. Donc, globalement, alors bon, est-ce que la loi s'applique sur les îles bretonnes? C'est une discussion. Mais bon, je veux dire, sur le chemin des douaniers, vous voyez des choses. Quoi. Donc, il est clair que c'est pas exactement comme ça qu'on peut attendre à avoir un système qui fonctionne et qui apporte un petit peu je dirais pas de sécurité juridique, mais au moins qui rassure sur la volonté d'appliquer la loi et donc de rechercher la poursuite des objectifs fixés par la loi. Parce que quand, sur les installations classées, on fixe des objectifs quantifiés pour la quantité de nitrate dans l'eau, si derrière on prend des autorisations individuelles qui vont exactement à l'opposé, on peut garder les objectifs qui sont très jolis, qui font bien, qui sont décoratifs, qu'on peut produire si les gens de Bruxelles veulent nous contrarier, on peut leur donner, vous regardez, j'ai pris des textes, mais ça ne contrariera personne. Hein. Donc le problème, c'est comment on fait pour faire le pont entre les décisions individuelles et les actes législatifs ou réglementaires, eh bien, ce pont, ça suppose d'avoir cette idée-là au cas par cas. Et on retombe à chaque fois sur la question de la goutte d'eau sale en trop qui fait déborder le vase. C'est toujours cette question-là. C'est-à-dire à quel moment on ne peut pas accepter une installation en plus dans une zone sensible. Donc c'est ça qui est particulièrement difficile et qui se ressent dans le contentieux. Parce que dans le contentieux individuel, il va falloir démontrer cas par cas qu'on contribue, par exemple, à l'excédent des nitrates ou ce genre de choses. Et vous retrouvez en face de dossiers qui, comme ça a été rappelé préalablement, maintenant sont très jolis. On a des études d'impact qui sont très jolies. Moi, j'ai gardé longtemps, mais je crois que je les ai laissés quand je suis parti, des études d'impact d'installations classées agricoles de la fin du dernier millénaire. Alors d'abord, ça ne s'appelait pas étude d'impact, ça s'appelait questionnaire d'études d'impact. C'était un truc chronéoté et il fallait le remplir à la main. Il y en avait 4 pages. Et honnêtement, je me suis souvent posé la question, quand je lisais les études d'impact avec la rose des vents et la température dont parlait Madame Brûlé ce matin, je me suis demandé s'il n'y avait pas plus d'informations dans les 4 pages renéotées faites par l'exploitant, plutôt que dans les 500 pages faites par un bureau d'études qui n'était peut-être jamais venu sur le terrain. Et en revanche, qu'est-ce que ça a coûté ? Ouais. Donc, je veux dire, on est dans un système dans lequel la possibilité de contrôle est extrêmement faible
c'est-à-dire de contrôle de l'adéquation de la décision individuelle à l'objectif politique normatif, est extrêmement faible. Alors, comment est-ce qu'on a pu le contourner? Comment est-ce que vous avez pu le contourner? Eh bien, vous avez pu le faire par le biais d'actions indemnitaires. Et c'est ça a été des contentieux qui ont été menés par Eaux et Rivières d'une action indemnitaire qui sur les algues vertes aux Côtes d'Armor. Alors, je le dis comme ça, il y a des gens qui ont été choqués que le tribunal administratif... Alors, le tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité de l'État dans le phénomène des algues vertes par le fait d'avoir distribué à tire-larigot des autorisations là où il n'aurait jamais fallu les distribuer. Bon, parce que j'en ai fait 20 ans, on voit ce qu'on voit, c'est quand même souvent des horreurs. Hein. Donc ça, c'est pas contestable. Mais on avait accordé, je crois, 1 euro symbolique ou peut-être 1 000 euros à Eaux et Rivières et 1 euro à je ne sais plus quelle association. Enfin bon, il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas assez. De toute manière, par chance, le gouvernement a fait appel. Et c'est allé devant la Cour d'appel de Nantes qui, courageusement, a beaucoup augmenté le montant de l'indemnisation. Alors, c'est pas pour minimiser, ce qui est loin de moi cette idée, le courage de mes collègues nantais, mais juste entre les deux, il y a le Premier ministre qui était venu sur les plages bretonnes pour reconnaître la responsabilité de l'État dans les algues vertes. Donc, c'était peut-être un peu moins courageux que de le dire en première instance. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que comment on fait quand on est confronté à une multitude de décisions individuelles qui vont à l'encontre de l'objectif de l'objectif normé à long terme, eh ben alors on peut procéder à des annulations au cas par cas, mais c'est relativement difficile et ça va souvent être des annulations sur ce que l'on peut juger, c'est-à-dire le poids au kilo du papier. C'est-à-dire que ça va donner oui, je suis trop long, je vais être rapide. J'en ai plus pour longtemps. Et ça va donner une jurisprudence qui va se concentrer sur des éléments procéduraux. Et alors on dit souvent que le droit de l'environnement est un droit de procédure. C'est pas totalement vrai, puisque au contraire, il y a des objectifs normés qui s'imposent, mais c'est en revanche ce qu'il y a de plus facile pour le juge, ce qui est le plus facile pour le juge pour censurer une autorisation individuelle. Alors, Madame Boulet, ce matin, disait oui, l'autorité environnementale, elle ne dit pas c'est stupide, elle dit il n'est pas démontré que... C'est exactement ce que fait le juge. Le juge, alors ça m'est arrivé une fois, c'était un colloque à Nantes, et je venais de voir un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui m'avait beaucoup fait rire parce que le tribunal de première instance avait été courageux et avait dit c'est n'importe quoi d'avoir autorisé une installation classée là parce que d'après la description que faisait le jugement, il y avait une cuvette. On avait mis l'installation classée à un endroit, et vous aviez une goutte de pollution qui était déversée, ça arrivait automatiquement dans la rivière, et là, ainsi de suite. Et donc, c'était très bien expliqué, ils avaient annulé. Et ils se font annuler par la Cour de Nantes, qui dit on ne peut pas dire des choses comme ça. Non. Et ils annulent à leur tour, mais en disant il n'est pas démontré par les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation que quand on verse une goutte de polluant là, ça se retrouve dans la rivière. La même chose, mais il fallait le déplacer en termes de procédure. Ce que je ne savais pas, c'est que dans la salle, il y avait le président de la Chambre qui avait rendu cet arrêt. Bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis gaffeur, je ne m'améliore pas. Donc, j'ai presque fini. C'est ça, si c'est ça le sens de la pression que je perçois. Alors, ce que je voudrais, là où je voudrais en finir, c'est le dernier point, c'est les limites et de l'application du contrôle de l'application des lois par le juge. Et là,
là, je viens de l'aborder un petit peu, c'est le double piège de la recevabilité et de la recevabilité et puis de l'inexécution, évidemment, des décisions de justice. Le premier sujet, c'est pourquoi est-ce que... Alors, je ne reviens pas sur le sujet de pourquoi le juge se cantonne assez peureusement direz-vous, sur la légalité externe, c'est-à-dire sur des histoires de procédures, d'enquête publique qui s'est mal déroulée, ce genre de choses. À un moment, la présidente de la compagnie des commissaires enquêteurs avait fait le calcul, et en gros, il y avait 95% d'annulation de légalité externe, dont la moitié pour l'insuffisance de l'étude d'impact, l'autre moitié, c'était l'enquête publique. Donc vous voyez, le juge allait très, très rarement au fond, enfin en apparence au fond. Après ça, il ne faut pas croire que quand on annule sur le calcul de la pression azotée, on ne s'est pas dit tout simplement qu'on n'a pas vu que les conséquences de ce que l'on dit sur le fond. Mais il y a ça. Mais il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister sur ce contrôle qu'exerce le juge. Le premier, c'est que le juge ne s'auto-saisit pas. Ça, c'est absolument... le juge administratif ne s'auto-saisit pas. Pour ça, il faut que quelqu'un saisisse, et pour le saisir, eh bien, il y a des règles de recevabilité. Or, il faut bien avouer qu'il y a depuis 30 ans un gros effort qui vise à refermer la recevabilité du requérant de base à l'encontre des décisions en matière d'environnement au sens large. Alors, on referme la recevabilité, soit on crée carrément des choses trappes, dire un truc dans la série, ouais, il n'a pas d'avocat, il ne va pas savoir, il va se planter, et comme ça fera un dossier sorti. Et c'est ce qui a été fait avec ce qui était au départ l'article 603, qui est maintenant l'article 601 du Code de l'urbanisme, qui est... Alors bon, je peux le défendre, je suis capable de dire le contraire. Hein. Je suis capable de démontrer que c'était utile. Mais n'empêche que c'était un chose-trappe. C'est-à-dire que c'était clairement pour dissuader le contentieux. Et ça a eu un effet que pendant les 2 premières années après l'entrée en vigueur du système, on atteignait des taux d'irrecevabilité qui étaient extraordinaires. 50 ou 60% des requêtes étaient irrecevables. Mais globalement, on cherche à refermer la recevabilité. Alors c'est vrai dans les histoires de permis de construire, dans les histoires d'urbanisme, où on a durci les règles d'appréciation de l'intérêt à agir des voisins, mais c'est pas considérable. Mais c'est particulièrement vrai dans le domaine des installations classées, où le délai de saisine est, je dirais, congénital à la logique de la réglementation des installations classées. Donc, je le disais tout à l'heure, la législation des installations classées, elle date de 1810. En 1810, où on n'avait pas encore inventé cette merveille de l'esprit humain qui consiste à écrire un papier pour démontrer que tout se passera parfaitement, avec mon préféré dans les études d'impact, c'est nuisance olfactive, les odeurs résultent des bâtiments qui sont mal nettoyés, qui ne sont pas bien balayés. Les miens seront parfaitement balayés, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est QFD. Voilà. Tout ça, c'est très intéressant, c'est du papier. Et la logique du législateur de 1810, elle était extrêmement logique. Ça consistait à dire, oui, le type qui veut créer son atelier, et il y avait déjà ce qui ne s'appelait pas des élevages de cochons, mais qui s'appelaient des sous-apports. Mais il y avait la fabrication des sites prussiques, qui avait un truc. Il va nous dire tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on voit sur la durée comment ça se passe, pour voir si ça se passe bien ou pas. C'est pour ça qu'on avait mis un délai qui était long, qui était jusqu'à récemment de 4 ans. Alors évidemment, la logique, c'est
vous essayez de fonctionner et on voit si ça a un impact défavorable sur l'environnement. Si ça en a un, on va vous imposer des normes que vous ne pourrez peut-être pas assumer parce que votre entreprise sera plus rentable. Alors on voit bien que c'est très, très difficile à vendre à un exploitant, mais il y avait une logique. Le problème, c'est qu'on garde cette logique et en même temps, on réduit les délais. Et maintenant, par étape, on a réduit le délai de 4 ans à 2 mois. C'est-à-dire qu'on est supposé, 2 mois après, avoir vu tous les inconvénients du fonctionnement d'une installation classée. Et ça, disons franchement, c'est pas raisonnable. Donc ça veut dire que l'on est réduit à un débat contentieux qui va être purement procédural. Donc c'est pas la peine de reprocher au droit de l'environnement d'être un droit procédurier, parce que justement on fait tout pour qu'il ne soit qu'un droit procédurier. Donc, ça, c'est la deuxième idée. La première idée de cette dernière Si juste vous pouvez conclure, ouais, qu'on ait un petit peu de temps de débattre avec vous. Voilà, okay. C'est presque fini. Voilà. C'est parce que vous m'avez fait venir pour que je parle des algues vertes. C'est le moment où je parle des algues vertes. Ah, vous trempez, on vous a fait venir pour vous parliez de votre expérience, pas seulement celle des algues vertes. Vous avez vu comme je t'ai négocié. Hein. Bon, le deuxième problème du contrôle juridictionnel, c'est que le juge, il peut prendre toutes les belles décisions qu'il veut. Si l'administration ne veut pas les appliquer, il ne les applique pas. Et puis il y a 50 méthodes. La première méthode et la plus simple, c'est de s'asseoir dessus et de reprendre exactement la même décision. Alors je ne parlerai pas, surtout parce qu'on est sur Zoom, je ne parlerai pas d'une célèbre installation classée qui a donné lieu à annulation par le tribunal administratif de Rennes, puis par la cour d'appel de Nantes, et pour lequel le préfet, sitôt l'annulation notifiée, enfin l'arrêt confirmatif notifié, a redemandé une nouvelle enquête publique, donné une autorisation provisoire et redélivré une autorisation pour globalement exactement la même chose. Si je me souviens bien, la différence, c'était un rideau d'arbre ou une connerie comme ça. Voilà, bon. Donc c'est pour montrer qu'il y a un vrai problème d'exécution des décisions de justice. Et là, je vais prendre la liberté de me citer, parce que c'est un truc que j'ai écrit qui a été publié il y a 1 an, juste après mon départ à la retraite, et où je disais, c'est pas seulement la loi qui est frappée d'ineffectivité par l'inertie savamment calculée de l'État, mais aussi la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire le contrôle de l'administration par le juge. Et il y en a, parce que j'explique qu'il y a un premier binôme, c'est la réaction entre l'usager de l'administration et l'administration, et normalement, l'administration veut obtenir du second que de l'usager qui applique spontanément la loi. Et après, si ce binôme ne fonctionne pas, il y a un deuxième binôme qui fonctionne, c'est celui du juge saisi par les tiers et essentiellement dans le domaine de l'environnement par les associations. Seulement, encore faut-il, pour que ça fonctionne, que les décisions de justice soient appliquées. Et ce que je disais il y a 1 an et que je veux redire aujourd'hui, c'est que le problème, si ce deuxième binôme ne marche pas, c'est qu'il n'y en a pas de troisième. Et que la conséquence, c'est que ce qui est en jeu là, c'est pas seulement une question de nitrate dans les eaux, c'est carrément la question du respect de l'état de droit. Et c'est pour ça que je suis un peu moins optimiste que mes prédécesseurs de ce matin. Et juste mes deux dernières phrases. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? J'ai lu un article que M. Théier m'avait envoyé qui proposait la création d'une autorité administrative indépendante. Je suis assez réservé sur les autorités administratives indépendantes en règle générale, surtout quand elles se mettent à faire du droit et à en faire profession. Parce qu'il y a quelques exemples, dont un exemple qui date de 1978 qui, à mon avis, n'est pas à propager. Parce que ça a un peu tendance à tourner. En fait, je suis partisan, j'ai une idée que j'essaye de propager, qu'on avait eue avec le président de mon syndicat de magistrats administratifs il y a maintenant 25 ans. En fait, je crois que ce qui nous manque, c'est quelque chose qui serait l'équivalent d'un parquet administratif. C'est-à-dire quelque chose qui serait une méthode qui permettrait aux juges
de s'autosaisir quand il ne peut pas l'être. Parce que je ne vous fais pas le couplet que je fais quand j'ai des lecteurs différents, mais à quel point aux Rivières de Bretagne et les mouvements associatifs sont essentiels au fonctionnement du contrôle juridictionnel en matière d'environnement. Parce que s'il n'y avait pas Eau et Rivières, s'il n'y avait pas France Nature Environnement, s'il n'y avait pas les grandes associations professionnalisées et compétentes, le juge, il ne serait pas saisi, comme il peut l'être actuellement, sur des bons dossiers, avec un bon argument, un bon argumentaire et la possibilité de se prononcer. Alors après, qu'est-ce que ça donne ? Je le répète, je crois très peu à l'exécution des décisions de justice par l'administration quand elle ne le veut pas. Vous savez, le tribunal a enjoint au préfet de reprendre, de durcir son plan algues vertes, de lutte contre les algues vertes. Bon, il y a eu un appel, l'appel n'est toujours pas jugé. Il n'y a pas eu de demande de sursis exécution devant la Cour administrative d'appel de Nantes. J'y crois pas. Pas obligé d'y croire. Je crois qu'il faudrait essayer d'imaginer quelque chose qui serait une sorte de parquet administratif permettant, dans des sujets d'intérêt général, je pense à l'environnement, à l'urbanisme, au marché public, permettant aux tribunaux administratifs de s'auto-saisir ou d'avoir une sorte de raccourci qui leur permettrait de ne pas dépendre totalement d'Eau et Rivières, parce que c'est ce que j'appelle, s'il y a à l'évidence des convergences, ce sont des convergences sans connivence, c'est clair, mais ça finit par être gênant quand on passe le temps à donner, quand le tribunal passe son temps à donner raison à Rivière tout le temps, quoi. Ça devient gênant. Ça serait mieux si c'était si c'était fait en interne, ce qui n'interdirait pas aux Rivières de faire des signalements et de dire attention, vous devriez vous intéresser à tel dossier.